Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi 18 juin et ce soir cap sur les provinces du Sud et plus précisément sur la région de Guelmim Oued-Noun qui, rappelons-le, regroupe 4 provinces, à savoir Guelmim, Tantan, Sidi Ifni et Assazak. Qualifiée de zone ou en zone d'allègement numéro 1 depuis le 10 juin dernier, comment la région a-t-elle entamé sa reprise et quels sont les secteurs les plus affectés par la crise Covid-19 et surtout, quelle stratégie régionale pour surmonter les aléas de cette crise? Réponse de la présidente du conseil régional Guelmim Oued-Noun, Mbarka Bouaïda, ce sera en première partie d'émission. Nous enchaînerons ensuite avec la high-tech en biomédical après le test de dépistage Covid 100% marocain par la Fondation Massir. Des équipes de chercheurs de l'Université Polytechnique Mohamed VI ont mis en place un respirateur artificiel baptisé Nafas, traduisez souffle ou respiration. Nous recevons donc ce soir le directeur de ce projet, également directeur Digital for Research de l'Université Mohamed VI Polytechnique, Rafik Al-Alami, qui nous dira tout sur cette nouvelle avancée Made in Maroc dans la lutte contre le coronavirus. Merci de rester avec nous. Et tout d'abord, ce papier sur les mesures entreprises par les autorités de la région Guelmim Oued-Noun pour atténuer les effets de la crise Covid. C'est un sujet plutôt signé Anissa Raouf. À Guelmim Oued-Noun, ville classée par le gouvernement en zone 1, où la situation épidémiologique est maîtrisée presque totalement, le confinement a porté un coup au secteur touristique, pilier de la région. Alors, pour pallier ces effets négatifs engendrés par le coronavirus, le comité régional de veille économique chargé de faire le diagnostic de la situation économique de la région a proposé plusieurs pistes. Parmi elles, renforcer la promotion du tourisme interne avec des offres attractives. L'innovation et la production entrepreneuriale dans les domaines de la santé et des technologies modernes apparaissent également comme une nécessité. Autre piste envisagée, le soutien du tissu coopératif actif dans la fabrication des produits du terroir. Aussi, il est question de discuter des moyens d'apporter une aide aux familles affectées par les circonstances de la période, sans oublier les mesures à prendre pour soutenir l'économie informelle. Globalement, dans cette région qui compte plus de 433 000 habitants, l'heure est au redémarrage économique. Et via Skype avec nous, la présidente du conseil régional Guelmim Oued-Noun. Bonsoir Mbarka Bouaïda. Bonsoir. Tout d'abord, peut-être un commentaire ou un complément chiffré sur ce qui a été cité dans le reportage que l'on vient de suivre sur justement les impacts de la crise sur cette région. Écoutez, d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez pour ce sujet-là. Effectivement, la région qui a été classée en zone 1 depuis le 10 juin maintenant a été naturellement impactée par la crise du Covid-19, un peu comme partout au Maroc et aussi dans le monde. Les secteurs les plus touchés, on le sait bien, en tout cas les secteurs les plus concernés, d'abord, il y va du secteur de la santé, mais les secteurs économiques les plus touchés sont clairement la pêche maritime, qui est l'un des secteurs clés de la région. En fait, c'est l'économie moteur de la région, et puis bien entendu l'agriculture, le tourisme, les produits terroirs, l'économie solidaire, tous les petits commerces et tout ce qui va avec. Très bien, mais quand vous dites en fait que l'activité halieutique a été touchée, c'est par rapport au confinement? Si oui, est-ce qu'elle a repris depuis le 10 juin et à quel rythme? Alors écoutez, au fait, moi peut-être avant de vous parler de l'activité de la pêche maritime qui est l'économie moteur de la région, je voudrais aussi vous parler un peu plus de la région parce qu'on ne part pas de rien. La région a connu au fait une nouvelle configuration territoriale depuis 2015 avec le nouveau découpage, d'accord, et la régionalisation avancée, et connaît depuis ce temps-là en tout cas le démarrage d'un développement économique à travers le nouveau modèle de développement des provinces du Sud qui a bénéficié aussi pour la région faisant partie des 3 régions du Sud, à hauteur de 11 milliards de dirhams. Et là, on parle de plusieurs projets qui ont déjà
démarré, au fait, dont les travaux ont démarré et qui permettent aussi de redémarrer l'activité économique, j'espère, dans un futur proche. Il y a aussi toute la vision stratégique de la région à travers son plan de développement régional que nous avons pu adopter en tant que conseil régional et qui devrait aussi permettre, j'espère, d'atténuer à long terme, à moyen et long terme, les effets de la crise. Alors, tout ça, au fait, pour dire qu'il y a plusieurs projets dans le pipe, des projets structurants dans le pipe, qu'on avait démarré bien avant la crise. La crise, malheureusement, a réduit le rythme d'exécution de ces projets-là, sachant qu'il s'agit de projets structurants. Je parle de la voie express, je parle de la construction d'un barrage, je parle du développement de la connectivité aérienne avec une nouvelle ligne aérienne liant la région de Guelmim avec les îles Canaries. Je parle de la construction d'un pôle universitaire, premier pôle universitaire dans la région, donc à travers une faculté d'économie et de gestion. Je parle du centre, bien entendu, des métiers des compétences. Je parle d'un institut de métiers de la mer et du désert. Et je parle de la zone logistique et d'une zone économique à Loatia, à Tantan. Donc, en fait, il y a plusieurs projets qui sont dans le pipe, qui ont été lancés avant le Covid. Malheureusement, le Covid a ralenti énormément le rythme de ces projets-là, de tous ces travaux. On a fait face à des arrêts de travaux, on a fait face effectivement à de la lenteur parfois dans l'exécution, etc., etc. Et puis, bien entendu, il y a l'impact direct sur les secteurs économiques comme la pêche maritime, l'agriculture, comme j'ai dit, le tourisme et les autres. Alors, pour la pêche maritime particulièrement, qui est, je l'ai bien dit, c'est le secteur qui emploie le plus de monde dans la région, à travers les deux ports, celui de Tantan et celui de Sidi Ifni. Comme vous le savez, la pêche maritime ne s'est pas réellement arrêtée. Mais la pêche, on n'a pas décrété l'arrêt de la pêche maritime, mais la pêche a subi l'impact du confinement, notamment la pêche artisanale, le mouvement et la mobilisation des gens de la mer, des marins, n'était pas du tout à son niveau habituel. Elle était vraiment au minimum. Parfois, il y a eu des arrêts carrément de la pêche artisanale parce qu'on n'arrivait pas à transporter les pêcheurs et les gens de la mer. Et donc, en fait, ça a subi énormément d'impact. En plus de l'impact en aval, parce que la pêche maritime, vous le savez, est un secteur qui exporte énormément. Et donc, en fait, la commercialisation était presque à l'arrêt. Pour ce qui est du deuxième secteur, c'est l'agriculture. L'agriculture a subi doublement la crise en cette période parce qu'elle a été impactée à la fois par le Covid-19, mais aussi par les effets de la sécheresse. Très bien. Nous parlons beaucoup de plans de relance, que ce soit celui du gouvernement, mais il y a aussi aujourd'hui le rôle des régions pour mettre en place des plans de relance. Vous avez parlé de l'impact sur le secteur de la pêche et sur le secteur de l'agriculture. Nous passerons certainement après au secteur du tourisme. Mais sur ces deux secteurs-là, qu'est-ce que vous allez prioriser pour relancer notamment la PME et TPE marocaine ou tout simplement ces gens-là qui travaillent dans ces deux secteurs ? Alors écoutez, je pense que dans le reportage, vous l'avez bien dit, on a tenu il y a un peu moins de 2 semaines le premier comité de veille économique régional qui a comme objectif effectivement de définir un plan de relance économique pour la région, pour tous les secteurs. Ce qui a été en tout cas discuté lors de ce comité, c'est les différentes pistes à explorer qui permettront justement de mettre en place ce plan de relance. Je pense que le plan de relance se fera en 2 parties. Il y a des actions immédiates qui vont toucher effectivement le secteur de la pêche, mais pas seulement. Il va toucher les entreprises qui agissent, petites et moyennes entreprises qui sont dans les secteurs de la pêche, dans le secteur de l'agriculture, dans le tourisme, aussi le tissu des coopératives qui est assez conséquent dans la région et les autres, l'ensemble des petites et moyennes entreprises. Et là, il va falloir effectivement agir très rapidement pour pouvoir leur permettre de redémarrer presque dans l'immédiat.
il est question, nous sommes en train d'examiner toutes les possibilités d'apporter un appui financier à ces gens-là, d'apporter un accompagnement nécessaire à travers le conseil régional, mais aussi en partenariat avec les différents départements ministériels et les différents partenaires. Nous sommes en train d'évaluer cet impact, une évaluation plutôt quantitative pour savoir exactement qui a été touché directement et quelles sont les mesures qui ont bénéficié pour certaines personnes et qui n'ont pas bénéficié pour d'autres, parce que n'oublions pas que l'État au niveau national a pris un certain nombre de mesures qui ont bénéficié pour les régions, que ce soit pour les personnes ayant perdu leur travail, matriculées ou pas à la CNSS, RAMED, secteur non formel, mais aussi les TPE et PME qui ont aussi bénéficié de Daman Oxygène et autres. Très bien. Alors, par rapport au secteur du tourisme, bien sûr, à l'arrêt à cause justement des restrictions et de mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du virus, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un plan régional pour relancer le tourisme et notamment attirer plus de touristes vers cette région-là ? Alors écoutez, le secteur de tourisme, nous le savons tous, c'est l'un des secteurs les plus touchés et directement touchés par la crise. Dans la région de Guelmim-Ouadhnoun, nous avons une 60aine d'unités hôtelières entre hôtels, auberges et maisons d'hôtes qui sont réparties un peu sur l'ensemble du territoire régional. Vous savez qu'on a quand même des stations balnéaires, une station balnéaire importante qui est celle de Merleft, mais on a aussi la plage Blanche, Beka. On a aussi un tourisme oisien. Ces unités, de manière tout à fait directe, sont tout simplement à l'arrêt depuis le mois de mars, donc depuis l'avènement de cette crise. En plus de tous les métiers directs et indirects qui sont liés au tourisme. Nous pensons et nous sommes en train d'examiner toutes les possibilités en partenariat avec le ministère du Tourisme pour pouvoir apporter un appui direct à ces unités-là. Je pense qu'il est nécessaire de leur permettre un redémarrage rapide, mais aussi de permettre la promotion de la région Guelmim-Ouadhnoun. C'est peut-être une très belle occasion pour bien promouvoir la région au niveau national, une très belle occasion justement de profiter de cet élan aussi national pour mieux vendre la région à tous les Marocains pour qu'ils la connaissent beaucoup mieux, parce que malheureusement cette région n'est pas du tout connue. Et là, effectivement, il y a un effort à faire en termes de promotion, il y a un effort aussi à faire en termes de commercialisation. On doit aussi accompagner les opérateurs pour une meilleure commercialisation de leurs produits. Et on doit aussi, bien entendu, respecter totalement les protocoles sanitaires tels que préconisés et dictés par le ministère de la Santé. Donc là, il y a effectivement un travail à faire à très court terme. Nous sommes en train de l'évaluer. Nous sommes en train de travailler ensemble avec le ministère du Tourisme sur un projet qu'on souhaiterait éventuellement proposer lors du prochain comité de veille économique régional. Et enfin, par rapport, brièvement, Mbarka Bouaïda, par rapport à cette question du Made in Maroc via justement les produits du terroir et des produits de ces coopératives, et nous le savons, c'est une région qui dépend largement, n'est-ce pas, de ce genre de secteur. Pardon. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans ce sens ? Alors, vous savez, la région, effectivement, est très riche en potentiel de produits de terroir. Nous avons les 2/3 de la production de cactus marocaine se trouve dans la région de Guelmim-Ouadhnoun. Et vous savez que le cactus est un produit à très forte valeur ajoutée, duquel découle aussi un certain nombre de produits de terroir, notamment des produits cosmétiques et l'huile de figue de Barbarie et tout le reste, en plus de l'huile d'argan et d'autres produits de terroir. Nous avons plus de 900 coopératives qui opèrent dans la région, mais qui ont besoin d'accompagnement. De toutes les façons, ces produits de terroir, bien avant, il faut le reconnaître, bien avant la crise du Covid, souffraient
de beaucoup de carences en termes de sécurité sanitaire, en termes d'encadrement à la fois scientifique mais aussi commercial pour ces coopératives, en termes de formation professionnelle. Et là, effectivement, il y a un travail à faire. En tant que région, nous avons déjà dédié juste avant le Covid, un budget au fait pour accompagner ces coopératives. Pendant le Covid, depuis l'avènement du Covid, nous sommes en train d'accélérer la coopération avec le partenariat avec l'Office national de la sécurité sanitaire pour justement permettre de certifier très rapidement ces coopératives, et nous sommes aussi en train de les accompagner pour la commercialisation. Merci Mbarka Bouaïda, présidente du Conseil régional de Guelmim Oued Noun, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je vous en prie, merci à vous. Nous passons tout de suite à la seconde partie de Questions Éco. Et avant d'établir le contact avec notre invité, tout d'abord cette présentation du respirateur artificiel Nafas avec Anissa Raouf. Il a été baptisé Nafas et le prototype est fin prêt. Il s'agit d'un respirateur de réanimation en soins intensifs 100% marocain et présenté ce 15 juin au ministre de l'Industrie, Moulay Hafid El Alami. Il est un concentré de haute technologie et d'intelligence artificielle élaboré au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique par plus de 70 chercheurs volontaires. En tout, ce sont plus de 20 entreprises des secteurs de l'ingénierie, de l'aéronautique, de l'automobile et de l'électronique qui ont participé au développement de ce respirateur. Nafas pourra équiper les salles de réanimation et d'anesthésie et contribuer dans la prise en charge d'un ensemble de soins hospitaliers. Ses points forts, sa fiabilité, sa technicité aux normes internationales, sa mobilité, sa grande autonomie et son prix compétitif, notamment pour le marché africain. Avec l'élaboration de ce respirateur, le Maroc s'est positionné comme un véritable modèle en Afrique, une technologie dont l'ingénierie et le design ont été étudiés en profondeur afin de répondre aux besoins de la situation. Et depuis l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Gurir, Rafiq El Alami, directeur de ce projet Nafas et également directeur Digital for Research à cette même université. Bonsoir Rafiq El Alami. Bonsoir Lella. Alors concrètement, peut-être pour simplifier un peu plus que ce que l'on vient de suivre dans ce papier, comment cela marche? Comment ce respirateur marche? En fait, ce respirateur est le produit d'un effort de recherche, de développement, d'innovation qui a été entrepris à l'université Mohamed VI Polytechnique avec un nombre de partenaires. L'idée, c'était de concevoir un respirateur, en fait, suite à l'appel de Sa Majesté de faire un effort de solidarité pour combattre le Covid. Donc, nous, on avait participé dans l'élaboration du premier respirateur, et puis après, donc, on a lancé cette deuxième initiative, donc, qui est le respirateur Nafas. Donc, le respirateur Nafas, quelques caractéristiques, c'est que, en fait, c'est un respirateur de réanimation et de soins intensifs. L'idée, c'est quoi? La différence entre ça et les ventilateurs d'urgence qui ont été développés par plusieurs compagnies internationales, incluant les respirateurs, par exemple, de Tesla, de la NASA, etc., c'est que ces respirateurs, ils étaient plus dédiés à des patients qui sont sédatés et donc qui ont besoin d'une ventilation contrôlée. Donc, nous, Nafas, en plus de la ventilation contrôlée, donc on a la capacité de faire aussi d'autres modes qui sont beaucoup plus avancés et qui sont nécessaires pour les patients qui ne sont pas sédatés. Et donc, on a la ventilation spontanée avec aide inspiratoire et d'autres modes qui sont beaucoup plus pratiques, en fait, suite au feedback de nos partenaires médicaux et en fait, des besoins des clients Covid et après Covid. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, c'est un modèle qui n'utilise pas un ballon, comme pas mal d'autres modèles qu'on a vus ailleurs, parce que, en fait, il intègre une turbopompe intégrée. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que c'est le seul moyen
de garantir une continuité de niveau de pression, de volume, etc., qui vont nous permettre en fait de satisfaire les besoins d'un respirateur de réanimation. Et puis aussi, c'est le fait qu'on génère de l'air comprimé nous-mêmes, ça nous permet aussi une mobilité du patient quand il sort, par exemple, de la salle d'opération à la salle de réanimation. Et donc, c'est un respirateur qui est très avancé dans ce sens. Et la troisième chose, c'est en fait la complexité de l'ingénierie qui a été faite et dans la simplification en fait de l'architecture. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a pu concevoir une architecture assez simplifiée qui réduit le nombre de composants et donc du même coup le coût du respirateur. Et ça nous permet aussi de simplifier la maintenance de ce respirateur. Et donc ça en fait un produit qui est très adapté pour le marché marocain et le marché africain. Donc, il y a pas mal d'autres caractéristiques qu'on a, mais je pense que ces trois choses, c'est important parce que ça permet de situer un petit peu le projet NAFES comme respirateur de réanimation premier respirateur de réanimation et de soins intensifs au Maroc. Et puisque vous avez évoqué cette question de coût, je vous reprends justement. Est-il compétitif par rapport justement à d'autres respirateurs qui sont proposés, qui sont achetés notamment par le Maroc ? Absolument. Donc, juste à titre d'information, aujourd'hui, un respirateur de réanimation, le coût va de 200 000 dirhams à 750 000 dirhams. Et le coût entier de ce projet ne dépasse pas, de développement d'un nouveau respirateur ne dépasse pas le coût d'un seul respirateur. Bien sûr, en fait, on a investi énormément en termes de jours hommes, donc 6 000 jours hommes, donc c'est un montant assez important. Donc, à titre d'information, s'il y avait une PME avec 10 ingénieurs, ils auraient travaillé pendant 10 ans pour développer ce projet. Donc, c'est ça un petit peu la quantité d'efforts qu'on a déployé dans ce projet. Et c'est ça l'investissement réel. Mais notre objectif, c'est de réduire les coûts. On n'a pas encore, en fait, et c'est des études de marché qu'il va falloir faire, etc. Mais l'idée, c'est qu'on est capable d'offrir des respirateurs qui seraient à un coût beaucoup plus intéressant par rapport à ces respirateurs. Et du coup, ça nous permettrait d'équiper plus d'hôpitaux potentiellement au Maroc et en Afrique, surtout avec, comme j'ai dit tout à l'heure, la mobilité et l'autonomie de ces respirateurs. Donc, je n'ai pas besoin réellement d'avoir un câble qui me donne de l'air comprimé, qui nécessite toute une infrastructure d'installation dans les hôpitaux. Donc, nous, on peut générer cet air comprimé. Et donc, c'est un petit peu la particularité et on espère qu'on va pouvoir équiper plein d'hôpitaux au Maroc et en Afrique. Et il y a eu, en tout cas, il y a eu un travail de groupe qui a inclus secteur privé, tout comme chercheurs. Est-ce que vous pensez que quand on passera, en tout cas on l'espère bientôt, Inch'Allah, à la phase industrialisation, il pourrait y avoir justement des entreprises qui opèrent dans l'industrie qui pourraient commencer à le fabriquer, vu que plusieurs ont pris part à ce projet NAFES? Absolument. Donc, nous, l'idée du projet, c'est de développer quelque chose. Le modèle qu'on a présenté le lundi au ministre de l'Industrie est un modèle industrialisable. Donc, c'est pas juste un prototype, mais c'est un modèle industrialisable. Chaque pièce, chaque vis, chaque connexion, on a des pages et des pages de design qui ont été faits de telle sorte à ce qu'on puisse industrialiser ce respirateur assez rapidement et de manière très précise. L'autre chose, c'est que on a présenté aussi un genre de consortium de propositions, par exemple, de type d'industrie qui pourrait contribuer à la création de ce respirateur. Et donc, on pense qu'on peut achever facilement 80% d'intégration locale. Et il y a aussi la possibilité de continuer les autres modèles, parce qu'en fait, il y a certains composants, on a des designs, mais on est en train de parler de la naissance d'une nouvelle industrie au Maroc et en Afrique. Et pour ça prendra un petit peu de temps pour pouvoir avoir toutes les composantes nécessaires pour faire un produit à 100% produit au Maroc. Et donc, c'est quelque chose qui est faisable. Aujourd'hui, on sait qu'on a pas mal d'industries qui sont prêtes au Maroc et qui nous permettront, comme j'ai dit, d'achever probablement 80% de niveau d'intégration.
Mais qu'en est-il à l'ère après Covid? Est-ce qu'on va continuer à investir, même si vous l'avez si bien dit, on n'a pas investi énormément d'argent finalement pour qu'on crée ce respirateur artificiel made in Maroc, mais ce talon d'Achille, j'ai envie de dire, de l'industrie marocaine, ou en tout cas même de l'université marocaine, c'est celui de la recherche et développement. Est-ce que vous pensez que nous n'aurons plus besoin d'une autre crise aussi grave, crise sanitaire en l'occurrence, pour s'occuper un peu plus de ce R&D? Donc, en fait, pour dire, l'une des choses que Covid nous a permis de réaliser, c'est l'importance de certains secteurs. Donc, toute la partie recherche, ingénierie, c'est quelque chose qui est hyper importante. L'Université Mohamed VI Polytechnique s'est penchée depuis son inauguration en 2017 sur de la recherche appliquée pour pouvoir en fait développer des produits, et c'est ce qui nous a permis en fait d'avoir tout cet écosystème autour de nous qui nous a permis de créer un produit aussi sophistiqué en un délai de 7 semaines. Donc c'est un travail qui n'est pas né en fait juste au moment où le Covid a commencé, mais c'était un travail d'un écosystème qui a été créé depuis 2017. Maintenant, on a aussi réalisé que toute l'industrie biomédicale, c'est une industrie qui est stratégique pour le pays. Donc au moment avec le Covid, donc quand tout le monde avait besoin de respirateurs, avait besoin de bavettes, etc., tout le monde a réalisé que s'il n'a pas ce genre d'industrie locale, il ne peut pas réellement dépendre des autres pays, surtout dans le cas de ce genre de pandémie. Et donc, je pense que tout le monde a réalisé ça, et qu'après Covid, il va falloir absolument qu'on garde ça en tête et qu'on continue dans ce sens pour développer cette industrie marocaine. Nous l'espérons tous. Merci beaucoup, Rafik Alami, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Léla. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Demain soir, Inch'Allah, 21h, une émission spéciale, une première dans la région, une collaboration entre Médien TV et Facebook sur cette émission qui portera bien sûr sur tous les éléments concernant cette crise de la Covid. Ce sera demain soir à 21h sur Médien TV. Je vous retrouve pour ma part lundi, Inch'Allah, à 21h pour un nouvel épisode de Questions Écho. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.